Le président Macky Sall a limogé son ministre de la Santé jeudi 26 mai après l'incendie ayant causé la mort de 11 bébés dans un hôpital dans l'ouest du Sénégal. Le drame remet en lumière les graves carences du système sanitaire public au Sénégal. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital public de Tivaouane, a tunté le président sénégalais Macky Sall. À leur maman, à leur famille, j'exprime ma profonde compassion, a-t-il ajouté. Alors, Sana, on va aborder le Sénégal, mais bien avant, vous voulez ajouter quelque chose. On va aller très vite. En fait, je disais, parce que mes deux co-débatteurs, Madame Kenyossi, Constant Lemou, ils ont bien fait de parler de conditions socio-économiques, la lutte contre la pauvreté. Moi, concernant le cas du Togo, je suis sur ma faim concernant un élément particulier, parce que je sais que beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses sont réalisées, et nous avons la chance d'avoir notre Premier ministre, Madame Dogbe, qui était au développement à la base. Nous avons au ministère de la Communication le professeur Ayoadan, qui fait bien son travail. Nous avons une Assemblée nationale efficace qui a su voter des lois courageuses et qui ont permis de faire calmer beaucoup de tensions dans le pays. Alors, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir qu'est-ce qui manque alors pour que l'état de la nation soit fait. Qu'est-ce qui nous manque? Vous attendez cela? Alors, mais bien sûr, on en a besoin. C'est inscrit dans notre constitution. L'état de la nation doit être fait. C'est le moment de communiquer avec ses électeurs ce qui a été fait, ce qui par rapport aux promesses. Mais là, chaque année, on ne va que de promesse en promesse, sans jamais s'arrêter pour dire voilà, sur ça, voici là où on en est, département par département. Alors, madame, on parlait du Sénégal, on en a parlé déjà avec tout ce qui arrive dans le système sanitaire de ce pays. Et ce qui s'est passé à Tivaouane prouve à suffisance les carences du système sanitaire dans ce pays, le Sénégal. Alors, quel regard vous avez sur ce qui s'est passé? 11 nouveaux bébés décédés dans l'incendie. Bon, merci. Cette histoire devient inquiétante quand même. Ça devient inquiétant en ce sens que ça ne fait pas longtemps, on a perdu 4 bébés et une femme enceinte avec la non-assistance des sages-femmes qui a perdu sa vie et celle de son bébé. Et je me suis demandé, mais est-ce que les incendies n'ont vu que les enfants, les bébés? Les incendies n'ont que pour but de bouffer les bébés? Mais il y a anguille sous roche là, il y a quelque chose peut-être qui ne va pas. Si ce sont les installations qui ne marchent pas, il faut revoir tout le système pour éviter à ce que... Mais je pense que là où se passe maintenant cet incendie, c'est un nouveau centre inauguré, ça ne fait pas longtemps. Comment ça s'est fait qu'il y a encore de l'incendie tout de suite? On ne fait qu'enregistrer des incendies, des bébés. Est-ce que c'est fait sciemment? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quand même de grandes interrogations à se poser en ce qui concerne ces genres d'incendies. Et ça ne nous honore pas. Perdre des enfants innocents qui ne peuvent même pas se défendre. On nous dit qu'il y a deux sages-femmes, bien 3, qui sont tombées évanouies. Bon, le maire qui nous dit on est arrivé à sauver quand même 3. C'est pas une raison. C'est pas une raison. On a sauvé 3, bien sûr, Dieu merci. Mais c'est pas une raison pour dire qu'on a fait quelque chose. Ils n'ont rien fait du tout. Ce qu'ils devaient faire pour que ça puisse quand même réjouir tout le monde, c'est de sauver tous les 11 et tous ceux qui sont victimes de cet incendie-là. Ça ne nous honore pas. Un grand pays comme le Sénégal qui à chaque fois nous parle. La fois passée, c'était une infirmière qui a envoyé un bébé à la morgue. Et on s'est rendu compte que le bébé était encore vivant. Et bon, ce n'est qu'après que le bébé a succombé. Bon, mais c'est des choses. Le corps médical est à revoir. Il faut revoir revoir comment. C'est un métier noble, mais qui est laissé à lui-même. Chacun fait ce qu'il veut. Il faut aller à l'hôpital pour voir pour observer ce qui se passe. Ça ne va pas du tout. Alors, même chez nous au Togo ici, ça ne va pas. C'est partout en Afrique. Oui. J'étais allée la fois passée à un des hôpitaux. Non,
ça ne va pas. Alors, Constant, les mots de la mort de cette femme enceinte, au trépas de ces 11 nouveaux-nés, en passant par cet enfant retrouvé vivant à la morgue, ce qui arrive au Sénégal, comment comprendre cela? D'ailleurs, le ministre de la Santé a été limogé, Abdoulaye Diop, ça a été limogé par le président de la République, Macky Sall. Oui, la réaction du président Macky Sall est logique, bien logique, parce que cet incendie, la mort des bébés, c'était de trop, venait de trop après d'autres événements malheureux du point de vue de la santé. Ce qui signifie tout simplement qu'il y a de la négligence. Il y a un peu de négligence par rapport aux dispositions sécuritaires, au professionnalisme de ceux qui doivent assurer le bien-être sanitaire aux populations du Sénégal. On nous parle tantôt de la négligence d'une sage-femme qui entraîne la mort d'une femme en travail et la mort du bébé. On nous parle de 4 bébés qui étaient déjà morts pratiquement dans les mêmes circonstances et 11 à cause d'un court-circuit. Cette fois-ci, ce n'est pas la faute professionnelle de la santé, mais c'est une faute professionnelle de techniciens, d'installateurs, les techniciens installateurs de systèmes électriques. Alors, pourquoi cette défaillance? Pourquoi ces erreurs professionnelles? Est-ce qu'il y a eu une surveillance dans l'équipement et l'installation des équipements? Dans la conception, la réalisation de l'infrastructure, est-ce qu'il y a eu un contrôle pour s'assurer de la qualité des produits qu'on utilise dans la réalisation? Ça pose beaucoup d'interrogations. Alors, à la fin de la construction et de l'installation de tous les équipements, est-ce qu'il y a eu des dispositions sécuritaires, notamment les incendeurs par exemple? S'il y avait des inspecteurs, s'il y avait une équipe d'intervention sur place pour parer à toute éventualité, j'aurais pensé que là, on aurait pu sauver la situation. Mais également, il y a eu vraiment d'incompétence, il y a eu manque de professionnalisme, il y a eu manque de déontologie de la part des agents de santé. Comment peut-on comprendre que dans une pédiatrie qui prend feu, aucun agent de santé ne peut les malades pratiquement meurent? J'aurais compris que dans la tentative de sauver les bébés, un agent de santé a perdu sa vie. Je comprendrais. Ceci signifie tout simplement que lorsque l'incendie s'est déclenché, tous les agents de santé ont cherché à se sauver. Tant pis pour les bébés qui étaient là, qui ne pouvaient pas se sauver. Ça veut dire que ces agents sont allés tout simplement dans le domaine de la santé chercher le pain quotidien. Et là, c'est pratiquement le phénomène dans tous les pays, au Togo également. Lorsque vous allez dans un centre de santé, vous comprendrez exactement quel est l'état d'âme et l'esprit qui anime les agents de santé. Ils sont très rares, les professionnels rompus à la tâche, ceux qui respectent la déontologie du métier. Ils sont très rares aujourd'hui, on les compte au bout des doigts. Le reste, c'est de la racaille qui court juste derrière de l'argent. Même, on a dit qu'on lutte contre le vol des médicaments. Si vous n'avez pas, vous êtes malade, vous n'avez pas un accompagnateur vigilant, eh bien, tous les produits que vous achetez disparaissent tout de suite. Et même, pour avoir une prestation de service dans un centre de santé, il faut d'abord avancer de l'argent aux agents qui sont là. Sinon, ils seront là à faire, à surfer sur WhatsApp, différents sites. Tant pis pour le malade. Alors, ce qui s'est passé au Sénégal n'est que l'indice de ce qui se passe d'une manière générale dans les centres de santé en Afrique. C'est pourquoi les dirigeants, chaque fois qu'ils sont malades, ils sont évacués. Ils sont évacués en Europe parce qu'eux-mêmes sont sûrs que le système de santé dans leur pays ne vaut absolument rien. Et si rien n'est fait, c'est qu'ils s'en foutent
de la santé de leur population. Alors, dans le système de santé aussi défaillant dans ce pays, le Sénégal, Sana, comme là, Sadio et tout, Astou Sokna est passé par là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cet enfant aussi qui est retrouvé à la morgue vivant et qui est décédé plus tard. Il est également passé par là. Et puis les 11 nouveaux-nés qui périssent innocemment. Alors, Sana, Sadio, ça vous dit quoi pour terminer? Ce que ça me dit, lorsque j'entendais Constant parler, j'ai eu deux sentiments. J'ai eu envie de me cacher sous le plateau. Et quand il parlait justement du vol de médicaments, je me suis rappelé d'un fait assez triste et que j'ai vécu moi-même. Et j'avais eu un parent décédé. On m'appelle, on m'informe, je vais. Et lorsque nous étions en train de faire les formalités pour son accession à la morgue, on nous tend une dernière ordonnance de produits qu'on lui aurait administré avant sa mort. Et la chance a voulu que un de mes anciens camarades de classe fasse partie du personnel de garde le jour-là. Et lorsque j'étais en train de faire, il est venu, il m'a dit, donne-moi cette ordonnance. J'ai dit, pourquoi? Il a dit qu'on n'a jamais administré ces produits-là. Qu'en fait, c'est un business qui se fait. Lorsqu'on sait les personnes mourantes, on fait des factures. Comme ça, comme vous êtes pris par les sentiments, vous ne regardez pas, vous payez. Il dit, mon frère, ne paie pas cette facture. C'est un business que nos gars font ici. Vous voyez un peu le degré de cynisme qu'il y a dans nos hôpitaux, les vols de médicaments, ces comportements malsains. Mais ce qui s'est passé au Sénégal, c'est tout simplement révoltant. Et M. Constant a bien fait de le dire. Comment comprendre que des gens qui sont innocents et qui dépendent de notre assistance, c'est-à-dire des bébés, des nouveau-nés, s'ils doivent se laver, on doit les soulever. Ils ont besoin de toute notre assistance. Et c'est eux qui périssent pendant que peut-être on ne nous annonce pas le bilan peut-être d'une seule égratignure d'une personne qui a essayé de leur sauver la vie. C'est très préoccupant. Et là, il faut questionner toutes les normes de sécurité qui étaient mises en place. Qu'est-ce qui a été défaillant? Je crois que la première réaction de limoger le ministre de la Santé, moi j'ai l'impression, j'ai envie de dire que c'est du leurre. C'est du leurre. En tant que chef d'État, est-ce qu'il a pris ce problème à bras le corps? Depuis les 4 bébés nouveau-nés qui avaient péri dans les mêmes circonstances, ou bien était-il plus préoccupé par sa réélection future, ou bien les résultats des élections prochaines législatives, etc. C'est des questions qu'il faut se poser. Et au ministre qui vient d'être limogé, je veux savoir, est-ce qu'au moins il a eu le courage de faire l'audit de sécurité, de demander cela, et de demander au gouvernement ou bien à l'Assemblée nationale des moyens conséquents, c'est-à-dire l'aurait-il fait qu'aujourd'hui il se serait grandi, il se sentirait grandi d'avoir proposé et que cela n'ait pas été suivi. Allez, on va quitter Dakar pour le mai au Togo. 3 semaines après cette première attaque terroriste meurtrière, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'attaque. L'information a été rendue publique par une structure spécialisée sur la sécurité et les conflits au Sahel et en Afrique du Nord. On commence par madame. Oui, madame, le Togo est fixé. Oui. Sur ceux qui sont venus attaquer ses fils. Oui. C'est triste que le Togo quand même soit attaqué la fois passée. Bon, on entend le terrorisme par-ci, par-là, on voit les effets, les conséquences et tout. Ben bon, ça fait 6 mois je crois, on a été attaqué mais repoussé. Et cette fois-ci, ça fait des victimes. 8 morts, 13 blessés, c'est lourd. C'est lourd. On connaît dorénavant le visage de nos assaillants, le Jimin. Donc c'est le groupe, c'est un ensemble de groupes terroristes qui opèrent au Mali. De soutien à l'islam et aux musulmans. Voilà, donc il y a en Sardine, il y a
l'Al-Qaïda, il y a d'autres qui sont là et qui constituent ce groupe-là. Donc c'est un groupe très dangereux. Très dangereux, qui commettent des assassinats, qui brûlent les véhicules avec leurs mines, les églises, qui déportent tout un peuple, tout un village et autres. Donc, c'est des gens très dangereux. Et il faut, le gouvernement a déjà réagi, nos forces armées ont réagi face à ça. Mais le message est encore un peu filtré, si je peux le dire comme ça. Et parce que jusqu'ici, moi je suis encore sur ma soif un tout petit peu. Mais c'est à eux de jouer de leur propre stratégie quand même pour venir à bout et résoudre les problèmes qui font que nos populations vont collaborer pour pouvoir repousser ces assaillants-là. Parce que c'est des gens très dangereux. Négocier avec eux, je ne crois pas, parce que on voit ce qui se passe déjà. Ils sont armés et financés par beaucoup de pays étrangers. Ils ont des bras à l'étranger. Donc, il faut agir avec tact et diplomatie et stratégie pour pouvoir les contrecarrer. Mais ce que je vais dire, c'est que on a vu beaucoup de messages aussi qui circulent. La population, une partie qui dit c'est bien fait pour nos militaires. Non, on n'est pas d'accord pour ça. Et il faut dire à notre population que non, que c'est une mauvaise interprétation des choses. C'est l'ignorance face quand même à celui qu'on appelle terroriste. Un vrai terroriste, il faut voir vraiment ce qu'ils opèrent sur le terrain pour dire que non, c'est des gens quand même avec qui il ne faut pas collaborer. En matière de stratégie, et quelle que soit notre divergence, quelle que soit notre controverse, quels que soient nos différends, on doit s'unir face quand même à l'envahisseur. On le voit, l'exemple est avec les Occidentaux. Quand ils viennent en Afrique, quels que soient leurs différends chez eux là-bas, ils s'unissent pour quand même trouver leurs intérêts. Donc le peuple n'a pas, une partie du peuple n'a pas le droit, je vais le dire comme ça, de dire non, que oui, parce que non, l'armée, la population ne s'entendent pas sur beaucoup d'aspects. On a vu tout ce qui s'est passé, mais ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Le moment est à l'unité. Le moment est pour faire face et on convie nos dirigeants de mettre tous les moyens qu'il faut pour ne pas quand même pousser les jeunes à être recrutés par ces gars-là, parce qu'on voit ce qu'ils se font au Mali, au Burkina et ailleurs. Donc, on a dit qu'ils veulent aller à la côte vraiment, et ils ne vont pas s'arrêter à ça, parce que c'est des gens déterminés. Et vraiment, la position de notre chef d'État face aux sanctions, à ce qui se passe au Mali, face à en ce qui concerne les sanctions, pour que la CEDEAO puisse quand même lever ou bien sursoir quand même les sanctions. Voilà, et on dit beaucoup par rapport quand même à ces attaques. Bien sûr, on en avait eu, mais cette fois-ci, avec ce groupe, un ensemble de terroristes, il faut agir et mettre ce qu'il faut et lutter contre beaucoup de maux, asseoir une vraie politique de développement dans le Pendjal. C'est ça, c'est ça, le Pendjal. Pour qu'on puisse quand même venir à bout. Et on dit toutes nos condoléances à ces familles-là, et on dit courage à nos forces de l'ordre, et que Dieu les protège, qu'ils puissent quand même arriver à contrecarrer ces assaillants. Parlant d'autorité, pour faire face d'ailleurs à ces terroristes, le ministre de la Sécurité, sous l'impulsion bien sûr du chef de l'État, mène un travail on ne peut plus acharné contre ces terroristes. Donc, Constant Lemou, qu'est-ce qu'on peut savoir concrètement? Ce n'est pas seulement le ministre de l'Intérieur, c'est tous les responsables militaires du Togo. Qu'est-ce qu'on peut savoir concrètement de ce groupe, le JINIM? Le JINIM c'est un démembrement, une ramification de la nébuleuse d'Al-Qaïda au Maghreb, du groupe basé à Gao. En Sardine. Qui est resté pendant longtemps sous la protection française du Barkhane. C'est évident que ces groupes terroristes sont bien équipés et financés, organisés, structurés par ceux qui tirent bénéfice de l'instabilité généralisée
dans le Sahel, dans notre sous-région. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas une lutte qui doit être menée par un seul pays. Il doit y avoir une synergie d'action. Une synergie d'action entre tous les militaires, toutes les armées, toutes les forces de sécurité des différents pays concernés, même les pays qui ne sont pas touchés par ces frappes terroristes. Je disais tantôt, nous comprenons mieux la frappe qu'a subi le Togo. Nous avons ensemencé nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. Ils ne sont pas morts. Ils se sont multipliés. Nous les avons ensemencés et ils soutiennent encore leurs camarades qui sont encore sur le front. Et nous sommes confiants. Du point de vue spirituel, oui, le Togolais doit être fort. Oubliez les séniles, les écervelés, parce que les toiles, différentes toiles, les plateformes sont accessibles à tous, y compris les démons mentaux, les écervelés, qui peuvent dire oui, c'est bien fait pour... Ils parlent des forces armées, mais ils ne savent pas que parmi ces forces armées se trouve son cousin, son frère. Ouais. Et si jamais celui qui lui est parenté direct tombait, il comprendrait mieux ce que c'est que le terrorisme. Ouais. C'est des gens qui ne réfléchissent pas loin. Mais ça ne démobilise pas du tout l'engagement de l'ensemble de la population aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Je pense pour lutter efficacement, il faut que tous les pays d'Afrique conjuguent leurs efforts. Il faut surtout revoir les accords de défense. C'est très important. Revoir les accords de défense qui réservent l'exclusivité de la sécurité, des défenses ou la formation, les équipements des armées de nos pays à un pays étranger. Non. Il faut revoir ces accords de défense. Il faut diversifier les partenariats de sorte que lorsque nous sommes en partenariat, en accord avec un pays sur un point donné, que tout se mesure par les résultats dans le délai de l'accord. Il faut que, après 60 ans, nos pays incapables de se défendre, parce qu'il y a base militaire française ici, qui peut intervenir en cas de menace, et la même puissance prépare des attaques des rebelles pour menacer de destituer un pouvoir. Ils interviennent pour repousser, mais alors, puisque nous sommes intervenus pour te protéger, désormais voici ce que tu dois faire. Ouais. Il faut arrêter ça. Ça, c'est une connerie qui a duré 60 ans. C'est trop. Il faut que cela cesse. Ça a duré trop longtemps et il faut arrêter ça dès maintenant. Alors, Sana, dernier mot sur ce sujet. Nous avons encore 4 minutes. Oui, moi, j'aimerais pointer du doigt un aspect qui m'est resté assez perplexe. C'est vrai que il y a eu une revendication de cette attaque, mais je me demande en quoi cela permet de revigorer la lutte sur le terrain. Cela aurait pu être un autre groupe. Cela aurait pu être une attaque isolée. Mais l'essentiel, c'est que nous soyons suffisamment préparés. Et je m'incline devant la mémoire de ces héros qui sont tombés sur le champ d'honneur. Et le point sur lequel je suis resté perplexe est de se demander comment se fait-il que plusieurs dizaines de motos ont pu en cortège parcourir une certaine distance et venir s'en prendre à une unité sans que aucune alerte n'ait été donnée. C'est une question que je me pose. Cela voudrait dire que, et cela suppose qu'il y a des complicités au sein de la population. Moi, personnellement, tard dans la nuit, au-delà de 22 heures, lorsque je remarque
5 motos, ou bien 3 même, je trouve déjà cela suspect, tard dans la nuit. Et dire que des dizaines de motos ont pu partir d'un point A depuis le Burkina pour s'en prendre à une unité des forces de défense et de sécurité, c'est une question pour laquelle j'aimerais avoir des réponses. Et cela pose... Si vous permettez, au fait, la préparation de l'attaque s'est faite pendant le jour J. Ces jours de marché du milieu, pendant donc, le jour, ils ont eu le temps de venir. Ils sont déjà en grand nombre, mais ils ont garé à une certaine distance de la frontière. Ils sont venus comme s'ils venaient au marché. Voilà. Puisqu'il y a de ces mouvements le jour de marché, de part et d'autre de la frontière. C'est la stratégie. Je dis, c'est vrai, peut-être le renseignement a failli. Le renseignement a failli, ça aurait pu attirer l'attention, alerter pour qu'il y ait un suivi sur le terrain. Ceci dit, il y a eu beaucoup de dispositions à prendre. Oui, beaucoup de choses sont améliorées. Disons, des décisions prises. Et je pour que cela puisse. Ça ne va pas être facile pour eux. Sont plus aguerris et plus préparés. Donc, ceci dit, dans l'attente de la réponse à ma préoccupation, se pose l'impérieuse nécessité de la collaboration de tout un chacun de nous. Ouais. Constant a parlé d'un aspect très important, l'aspect spirituel. Il faut que nous soyons unis en esprit et dans la chair, et dans cette communion rester déterminés à aider notre pays aux côtés de nos forces de défense et de sécurité qui sont en avant-garde de cette lutte. Allez, on a encore 2 minutes, des cartons vert, jaune, très rapidement. Mon carton s'exprime tout simplement en un souhait que nos pays prennent désormais leurs responsabilités à travers leurs dirigeants. Parce que oui, il y a des accords que subissent nos pays, des accords anciens auxquels tiennent absolument les dominateurs. Il faudrait qu'on ait le courage de les revoir, réviser les accords, diversifier le partenariat pour que nous nous sentions responsables de nous-mêmes. C'est très déterminant. Et Sana, ton avis? Moi, c'est plutôt un carton orange. Et je l'avais dit précédemment que j'ai vu des officiels togolais sur une photo en train de déguster des pains faits sur la base de farine de manioc. Et que moi, je ne souhaite pas que cela s'arrête là-bas. On souhaite que cela puisse être industrialisé. Alors, madame, pour terminer... Il est temps que l'Afrique sort de son état de léthargie et qu'on avance, qu'on unisse les esprits. Ça a trop duré déjà, 60 ans, c'est beaucoup, c'est des générations qui sont passées. Et il faut qu'on laisse tomber les grands discours et qu'on dise ce qui serait facile, qu'on prenne des priorités, avancer, qu'on mette l'acte à l'action et à la parole, qu'on soit pragmatique, voilà, pardon, et qu'on arrive à mouvoir, à faire mouvoir nos pays à aller au développement. Merci beaucoup, mon carton vert, à tous ceux qui luttent pour que ce fléau de terrorisme n'atterrisse pas finalement dans notre pays, ceux qui abandonnent leur famille et vont presque au fond pour faire ce travail. Merci beaucoup à vous. On a été content de vous avoir sur ce plateau. Sana Komla Sadio. C'est moi. Vous êtes analyste économique et sociopolitique. Constant Lemou, analyste politique. Madame Sophia Kenyonsi Adanou, sociologue et analyste politique. C'est moi qui vous dis merci. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.